bonsoir, et soyez les bienvenus dans ce voyage intemporel, une invitation à ralentir le cours de l'esprit, à laisser le souffle se faire doux, tandis que nous déroulons les pages silencieuses de l'histoire. Ce soir, nous partons à la rencontre d'une épopée millénaire, celle de la route de la soie, cette grande artère de l'Orient, non pas comme une simple voie commerciale, mais comme le battement lointain d'un cœur qui, pendant des siècles, a relié des mondes insoupçonnés. Imaginez-vous sous un ciel étoilé, où le vent murmure des récits anciens, et où chaque grain de sable porte la mémoire d'innombrables pas. Nous allons explorer les origines profondes de ces chemins d'échange, ces fils invisibles qui tressèrent les destins de civilisations lointaines. Avant de nous immerger entièrement dans ce passé lointain, si cette exploration en douceur des vestiges du temps vous apaise, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour d'autres voyages contemplatifs. Et si le cœur vous en dit, partagez en commentaire de quelle cité ancestrale ou de quelle période historique vous aimeriez que nous nous souvenions ensemble. Pour l'heure, installe-toi confortablement. Laisse le monde extérieur s'éloigner comme une brume matinale se dissipant sur l'horizon. Permets à ton esprit de s'apaiser, aux images du présent de s'estomper. Nous remontons les siècles, emportés par un courant léger, vers une époque où le désert et la montagne étaient les gardiens silencieux de secrets et de merveilles, où la soie et l'encens n'étaient pas seulement des marchandises, mais les témoins d'une curiosité inépuisable et d'une ingéniosité humaine sans bornes. Que ce voyage te mène vers un repos profond et serein, bercé par les échos lointains d'un monde ancien. Bloc 1. Origine et formation. Longtemps avant que le nom Route de la soie ne soit prononcé, les vastes étendues de l'Asie centrale étaient déjà le théâtre de mouvements humains, de migrations lentes et d'échanges épars, façonnés par une géographie monumentale et parfois hostile. Cette région, d'une superficie estimée à environ 4 millions de kilomètres carrés, s'étire des rives de la mer Caspienne à l'ouest jusqu'aux confins de la Chine à l'est, enserrée entre les montagnes de l'Himalaya au sud et les steppes sibériennes au nord. Son relief est marqué par des chaînes de montagnes imposantes, telles que le Pamir, dont certains sommets dépassent les 7500 mètres d'altitude, et le Tian Shan, culminant à plus de 7400 mètres. Ces géants de pierre créaient des barrières naturelles infranchissables sur des centaines de kilomètres, mais offraient aussi des cols étroits, tels que le col de Torugart, situé à 3795 mètres d'altitude, qui, à travers les millénaires, devinrent des points de passage obligés, des goulots d'étranglement pour les caravanes et les voyageurs. Le climat de cette vaste étendue est d'une aridité remarquable, caractérisée par des variations extrêmes de température, allant de 40 degrés Celsius en été dans les déserts brûlants à moins 30 degrés en hiver sur les hauts plateaux. Ces conditions rigoureuses ont déterminé les modalités de vie et de déplacement des premiers habitants. Les déserts, comme le Taklamakan, un bassin de sable de 300 000 km², et le Gobi, qui s'étend sur près d'1 300 000 km², formaient d'immenses étendues à traverser, où l'eau était une ressource rare et précieuse. Cependant, le long des versants des montagnes, les eaux de fonte des glaciers alimentèrent des rivières, telles que l'Amu Darya, avec son cours de 2540 km, et le Sir Darya, long de 2212 km. Ces fleuves donnaient naissance à des oasis fertiles, de véritables îles de vie et de verdure au milieu des déserts, offrant un répit aux voyageurs et des terres arables aux communautés sédentaires. C'est dans ces oasis, comme celles de Merv, Boukhara ou Samarcande, que se développèrent
les premières formes d'habitation permanente et d'agriculture. Les premières traces de présence humaine dans cette région remontent au Paléolithique, avec des outils de pierre taillés découverts dans des sites archéologiques au Xinjiang et au Kazakhstan, datant d'environ 40 000 ans avant notre ère. Ces nomades chasseurs-cueilleurs s'adaptaient aux ressources éparses, migrant avec les troupeaux de gibier et suivant les cycles saisonniers des plantes comestibles. Leurs outils rudimentaires, principalement des bifaces en silex ou en quartz, mesurant en moyenne 15 cm de long, témoignent d'une survie ingénieuse dans un environnement exigeant. Avec le néolithique, vers 8000 ans avant notre ère, l'innovation se fit jour, notamment dans les oasis et les plaines plus arrosées. Les communautés commencèrent à développer des techniques agricoles primitives. Elles cultivaient des céréales comme l'orge et le blé, dont les graines étaient semées manuellement dans des parcelles de terre délimitées, souvent irriguées par de petits canaux détournant l'eau des rivières ou des sources. Leur houe, faite de bois durci ou d'omoplates d'animaux, mesurait environ 60 cm et servait à préparer le sol avant la semence. C'est également à cette période que se produisit la domestication de certains animaux. Le cheval, originaire des steppes eurasiennes, fut apprivoisé vers 4000 à 3500 ans avant notre ère, une révolution qui allait profondément transformer les modes de vie. Les premiers harnachements, de simples lanières de cuir ou de fibres végétales, permirent aux cavaliers de diriger leur monture, ouvrant la voie à des déplacements plus rapides et sur de plus longues distances. Le chameau de Bactriane, avec ses 2 bosses et sa capacité à supporter les climats extrêmes, fut domestiqué vers 2500 ans avant notre ère, devenant un atout inestimable pour le transport de charges lourdes, allant jusqu'à 250 kg à travers les déserts. Cette maîtrise de l'animal, alliée à l'agriculture naissante, permit le développement de communautés plus stables et de groupements sociaux plus complexes, jetant les premières bases d'une organisation pré-étatique. Bien avant les grandes caravanes, de minuscules réseaux d'échanges existaient déjà, tissant les premiers fils de ce qui deviendrait la route de la soie. Dès le 5e millénaire avant notre ère, des matériaux comme l'obsidienne, une roche volcanique vitreuse, prisée pour la fabrication d'outils tranchants, étaient échangés sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres, depuis ces lieux d'extraction en Anatolie jusqu'au Proche-Orient. Des coquillages marins provenant de l'océan Indien ont été découverts dans des sites archéologiques en Afghanistan, attestant de connexions lointaines dès le 4e millénaire. Mais c'est le jade, pierre précieuse hautement valorisée en Chine, qui inaugura l'une des premières routes commerciales significatives. Dès 2000 ans avant notre ère, la route du jade reliait les riches gisements du Hotan dans l'actuel Xinjiang aux cours impériales chinoises, un trajet de plus de 3000 km. Les blocs de jade, parfois pesant plusieurs dizaines de kilogrammes, étaient transportés à dos d'hommes ou de bêtes, taillés et polis pour créer des objets rituels et des parures, symboles de statut et de pouvoir. Parallèlement à ces échanges de matériaux bruts, la métallurgie se répandait à travers la région. La découverte du bronze, un alliage de cuivre et d'étain, vers 3000 à 2500 ans avant notre ère, marqua une avancée technologique majeure. Le processus de fabrication impliquait l'extraction du cuivre et de l'étain de mines spécifiques, leur fusion dans des fours en terre cuite pouvant atteindre des températures de 1000 degrés Celsius, puis le coulage du métal liquide dans des moules en argile ou en pierre. Les objets produits, armes, outils, récipients, étaient plus résistants et plus tranchants que leurs prédécesseurs en pierre. Des techniques de fabrication du bronze, initialement développées en Mésopotamie et en Anatolie, se diffusèrent progressivement vers l'Est, atteignant la Chine vers 1500 ans avant notre ère, souvent via les steppes eurasiennes. Ces transferts technologiques s'accompagnaient d'échanges culturels,
de motifs artistiques et potentiellement de formes de langage. L'émergence des civilisations proto-urbaines dans les oasis, telles que celle de la culture d'Oxus ou complexe archéologique bactrien-margien, vers 2300 à 1700 ans avant notre ère, marqua une intensification de la vie sédentaire et des échanges. Ces cités fortifiées, dotées de systèmes d'irrigation sophistiqués, produisaient des céramiques, des textiles et des objets en bronze qui étaient troqués contre des produits agricoles ou des matières premières venant d'autres régions. L'irrigation, essentielle à leur survie, impliquait la construction de canaux secondaires et tertiaires à partir des fleuves, distribuant l'eau vers des champs de blé et d'orge. Des barrages en terre et des réservoirs permettèrent de stocker l'eau pendant les périodes de faible crue. Ces techniques, maîtrisées et transmises de génération en génération, assuraient la subsistance de populations de plusieurs milliers d'individus dans des environnements par ailleurs hostiles. Au cours du premier millénaire avant notre ère, de puissantes confédérations de peuples nomades émergèrent dans les steppes, devenant des acteurs majeurs des dynamiques régionales. Les Scythes, par exemple, dont l'influence s'étendit du 8e au 3e siècle avant notre ère, contrôlèrent de vastes territoires s'étirant de l'Europe de l'Est à l'Asie centrale. Maîtres incontestés de l'équitation, ils développèrent des tactiques militaires basées sur la mobilité et la vitesse, utilisant des arcs composites qui pouvaient projeter des flèches à plus de 150 mètres. Leur art, le style animalier, caractérisé par des représentations stylisées d'animaux, se retrouve dans des objets en or et en bronze découverts dans leurs kurganes, tumuli funéraires. Ces peuples, bien que nomades, jouèrent un rôle crucial dans le maintien des échanges à travers les steppes, assurant parfois la sécurité des routes en échange de tribus ou de biens précieux. Ils servaient souvent d'intermédiaires, reliant les mondes sédentaires de la Chine à ceux de la Perse et du Proche-Orient. Cependant, c'est l'introduction de la soie chinoise qui allait donner son nom et sa véritable envergure à ce réseau. L'histoire de la sériciculture, la culture du ver à soie, remonte à environ 6000 ans avant notre ère en Chine, bien que sa production à grande échelle ne se soit systématisée qu'à partir de la dynastie Shang, environ 1600 à 1046 avant notre ère. Le processus était complexe et exigeait une expertise méticuleuse. Il commençait par l'élevage des vers à soie, Bombyx mori, qui se nourrissaient exclusivement de feuilles de mûrier. Après environ 25 à 30 jours d'alimentation intensive, les vers construisaient leur cocon de fibres de soie, mesurant environ 3 à 4 cm de long. Pour en extraire le fil, les cocons étaient plongés dans de l'eau chaude, ce qui permettait de dévider un fil unique, d'une longueur pouvant atteindre 1500 mètres. Plusieurs de ces fils étaient ensuite tordus ensemble pour créer un fil de soie suffisamment solide pour être tissé sur des métiers complexes, produisant des étoffes d'une finesse et d'un lustre inégalés. La soie, légère, chaude en hiver et fraîche en été, était non seulement un textile luxueux, mais aussi un symbole de prestige et de pouvoir. Pendant des siècles, les techniques de sériciculture furent jalousement gardées secrètes par les Chinois, et toute tentative d'exportation de vers à soie ou de graines de mûrier était punie de mort. Ainsi, le produit fini voyageait vers l'ouest comme un trésor exotique, son mystère et sa rareté augmentant sa valeur à chaque étape du parcours. Initialement, la soie était échangée en petites quantités, souvent comme cadeau diplomatique entre les empereurs chinois et les chefs des tribus nomades voisines, ou comme paiement pour les services de protection le long des frontières. Ces échanges initiaux préfiguraient ce qui allait devenir un flux commercial constant, à mesure que la demande pour cette étoffe magnifique augmentait dans les civilisations occidentales. Le véritable point de départ de ce que nous appelons aujourd'hui la route de la soie peut être daté avec une relative précision aux missions de l'explorateur chinois Zhang Xian, sous le règne de l'empereur Wu de la dynastie Han,
206 avant notre ère à 220 de notre ère. Vers 138 avant notre ère, Zhang Qian fut envoyé vers l'ouest avec une centaine d'hommes pour chercher des alliés contre les Xiongnu, une puissante confédération nomade qui menaçait les frontières nord de la Chine. Son voyage fut une odyssée semée d'embûches. Capturé par les Xiongnu, il passa 10 ans en captivité avant de s'échapper et de poursuivre sa mission. Il atteignit la Fergana, dans l'actuel Ouzbékistan, une région célèbre pour ses chevaux célestes, mesurant environ 1,60 m, rapides et résistants, puis la Bactriane, Afghanistan actuel, et la Sogdiane. Ces récits, compilés par l'historien Sima Qian, offrirent aux Chinois une description inédite et détaillée des civilisations occidentales, de leurs produits et de leur culture. Après 13 années, Zhang Qian revint en Chine en 126, avant notre ère, avec seulement une poignée de ses compagnons d'origine. Bien qu'il n'ait pas trouvé d'alliés militaires, ses explorations eurent des répercussions immenses. Il rapporta des informations vitales sur les royaumes de l'Ouest, y compris la possibilité d'échanger la soie chinoise contre les précieux chevaux de Fergana et d'autres produits occidentaux comme la luzerne, les vignes et le chanvre. Il effectua une seconde mission entre 119 et 115 avant notre ère, renforçant les liens et ouvrant officiellement les routes pour le commerce. Ces voyages transformèrent la compréhension chinoise du monde et incitèrent l'empereur Wu à sécuriser et à développer ces nouvelles voies d'accès, créant ainsi des postes militaires le long des corridors et protégeant les caravanes. L'empereur, par exemple, ordonna la construction de fortifications le long du corridor du Hexi, un passage vital à travers le désert de Gobi, avec des tours de guet espacées de 10 km, abritant des garnisons d'une dizaine de soldats chacune. Avec l'ouverture officielle de ces routes, les infrastructures logistiques devinrent plus organisées, bien que rudimentaires. Les caravanes, composées de centaines de chameaux de Bactriane, parfois escortés par des soldats, suivaient des itinéraires définis. Ces chemins, souvent peu plus larges que des pistes de chèvres dans les montagnes ou des traces laissées par les vents dans le sable des déserts, étaient jalonnés d'oasis et de caravansérails rudimentaires. Un caravansérail était typiquement une structure fortifiée, en briques d'adobe, offrant un abri sûr aux marchands, à leurs bêtes et à leurs marchandises. Il comprenait généralement une cour centrale pour les animaux, des salles pour les voyageurs et des provisions d'eau et de fourrage. L'eau était puisée dans des puits creusés parfois à plus de 30 mètres de profondeur, nécessitant des efforts considérables. Ces escales permettaient aux caravanes de se réapprovisionner, de se reposer et de se protéger des brigands qui écumaient certaines sections des routes. Les marchandises échangées sur ces premières routes de la soie étaient variées. De l'est vers l'ouest, la soie demeurait le produit phare. Les étoffes de soie, souvent en rouleaux de 30 à 60 mètres de long, étaient transportées dans des ballots scellés pour les protéger de l'humidité et du sable. À cela s'ajoutaient des lacquers raffinés, de la porcelaine primitive dont les techniques de fabrication furent perfectionnées plus tard, des épices comme la cannelle et le gingembre, ainsi que des herbes médicinales. De l'ouest vers l'est, les caravanes rapportaient principalement les célèbres chevaux de Fergana, si prisés par l'armée chinoise, ainsi que de l'or, de l'argent sous forme de lingots ou de pièces, et des métaux précieux. Le verre, une technologie alors avancée en Mésopotamie et en Égypte, parvenait aussi en Chine, sous forme de perles, de petits récipients ou de miroirs. Les raisins et les semences de luzerne, introduits par Zhang Qian, transformèrent l'agriculture chinoise. Ces échanges n'étaient pas purement commerciaux. Ils furent le terreau d'une formidable pollinisation culturelle. Au fil des trajets, les idées, les technologies, les croyances et les motifs artistiques voyageaient également.
L'architecture des oasis, par exemple, commença à intégrer des influences perses avec des techniques de construction en briques crues et des dômes arrondis. La musique, les instruments et les danses des peuples d'Asie centrale influencèrent les arts de la cour chinoise. Des pratiques religieuses primitives, comme des formes de chamanisme et des cultes animistes, interagissaient avec les philosophies chinoises et les religions perses. Des petits groupes de commerçants et d'artisans s'établissaient dans les villes oasis, formant des communautés cosmopolites qui maintenaient les ponts entre les diverses cultures. Ces premiers contacts, bien que lents et fragmentés, jetèrent les bases d'un dialogue millénaire entre des mondes que des milliers de kilomètres et des barrières naturelles semblaient vouées à l'isolement. Ainsi, comme les racines d'un arbre plongent profondément dans la terre, s'étendant patiemment et silencieusement avant que le tronc ne s'élève majestueusement vers le ciel, ces fondations séculaires de la route de la soie s'ancrèrent dans les vastes territoires de l'Asie centrale. Elles allaient permettre un épanouissement dont les échos résonneraient à travers les âges, transformant de simples pistes en artères vitales, porteurs de merveilles et de métamorphoses qui, grain après grain, allaient sculpter les paysages humains des continents. Au cours des siècles qui suivirent ces premières ouvertures, patiemment tracés par les pas des explorateurs et des caravaniers, les chemins d'échange de l'Asie centrale commencèrent à se consolider, transformant des sentiers sporadiques en un réseau plus dense et plus structuré. C'est l'époque où les grandes puissances impériales, de l'Extrême-Orient à la Méditerranée, prirent conscience de l'immense potentiel de ces liaisons transcontinentales et où les marchandises ne furent plus les seules à voyager, mais aussi les idées, les techniques et les croyances. Cette période de développement et d'expansion vit l'émergence de villes oasis florissantes, de systèmes politiques complexes et d'une vie quotidienne vibrante, façonnée par le brassage des cultures et la richesse des échanges. La dynastie Han, ayant reconnu la valeur stratégique et économique des royaumes de l'Ouest, grâce au récit de Zhang Qian, s'attela à consolider son contrôle sur le corridor du Hexi et les territoires adjacents. Dès le début du 1er siècle avant notre ère, l'empereur Wu instaura un protectorat général des régions de l'Ouest, dont le siège se trouvait initialement à Wulei, puis à Tarim, supervisant plus de 50 petits royaumes et principautés. Des garnisons militaires, souvent composées de plusieurs centaines de soldats, furent établies le long des routes principales, avec des tours de guet en terre pisée, atteignant parfois 12 mètres de hauteur et espacées de 10 à 15 kilomètres, pour signaler les mouvements de troupes ou les incursions nomades par des signaux de fumée, le jour et de feu la nuit. Ces fortifications s'étendaient sur des milliers de kilomètres, protégeant les convois et assurant une relative sécurité, bien que toujours précaire face aux vastes étendues désertiques et aux tribus nomades aguerries. Parallèlement à la protection militaire, la diplomatie joua un rôle crucial. Des émissaires, Han, chargés de rouleaux de soie aux motifs complexes et d'objets en laque d'une grande finesse, étaient envoyés régulièrement auprès des dirigeants locaux pour obtenir leur allégeance ou leur coopération. En retour, les chefs des oasis recevaient des titres honorifiques, des présents somptueux et l'accès au marché chinois pour leurs propres produits, principalement des chevaux, du jade et des fruits secs. Cette politique de Pax Sinica contribua à la stabilité nécessaire au commerce. Les caravanes, qui pouvaient compter jusqu'à 300 chameaux de Bactriane chargés de marchandises, suivaient des routes bien établies, comme la route du nord qui contournait le désert du Taklamakan par le pied des monts Tian Shan, ou la route du sud qui longeait les contreforts du Kunlun. Chaque chameau portait en moyenne 150 à 200 kg de fret, avançant à une vitesse moyenne de 4 km par heure sur le terrain plat. Plus à l'ouest, l'empire Parthe, qui s'étendait de la Mésopotamie jusqu'à l'actuel Afghanistan entre 247 avant notre ère
et 224 de notre ère devint un intermédiaire incontournable. Les Parthes, maîtres du tir à l'arc à cheval et réputés pour leur cavalerie lourde, contrôlaient les sections occidentales de la route de la soie, notamment la Mésopotamie et la Perse. Des villes comme Hécaton-Pylos, la capitale initiale, et Ctésiphon, leur dernière capitale sur le Tigre, devinrent d'importants centres de transbordement. Ils ne produisaient pas la soie eux-mêmes, mais tiraient d'énormes profits du commerce de transit. La soie chinoise arrivait à leurs frontières orientales, où elle était achetée par des marchands parthes, souvent en échange de chevaux, de métaux précieux comme l'or et l'argent, ou de produits méditerranéens tels que le verre. Les Parthes, jaloux de leur position, veillaient à ce que les Romains ne puissent pas établir de contact direct avec les Chinois, maintenant ainsi un monopole lucratif sur le commerce de la soie. Au nord de l'Inde et en Asie centrale, l'empire Kushan, premier au IIIe siècle de notre ère, émergea comme une autre puissance majeure, contrôlant une section vitale de la route de la soie. Issus des tribus Yuezhi venues de Chine, les Kushans établirent leur capitale à Purushapura, l'actuel Peshawar, et s'étendirent sur un vaste territoire incluant une partie de l'Afghanistan, du Pakistan et de l'Inde du Nord. Leur empire devint un carrefour culturel et commercial où les influences indiennes, perses, hellénistiques et chinoises se rencontraient et se mélangeaient. Sous leur règne, des cités comme Begram, avec ses trésors archéologiques témoignant de la richesse des échanges, vers romains, lacs chinoises, ivoires indiens, devinrent des étapes clés pour les caravanes. Les Kushan émettaient leurs propres pièces de monnaie, en or, en argent et en cuivre, souvent à l'effigie de leurs souverains et de divinités, facilitant les transactions commerciales et attestant de leur prospérité économique. La demande romaine pour la soie chinoise fut un moteur essentiel de l'expansion de la route. Dès le 1er siècle avant notre ère, la soie devint un symbole de statut et de luxe dans la société romaine. Les empereurs et les patriciens se vêtissèrent de toges et de tuniques de soie, teintes de couleurs vives comme le pourpre impérial, extrait de mollusques marins, ou le bleu indigo. La soie, importée via la Parthie, arrivait à Rome à un prix exorbitant, souvent son poids en or. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, se plaignait du drainage de l'or romain vers l'Orient pour l'achat de ces étoffes légères. Un rouleau de soie de 30 mètres pouvait se vendre pour plusieurs centaines de deniers, l'équivalent de plusieurs années de salaire pour un citoyen romain moyen. Ce désir ardent pour le textile précieux stimula la formation de routes maritimes complémentaires et la diversification des produits échangés pour équilibrer la balance commerciale. L'une des avancées technologiques majeures qui se diffusa le long de la route fut la fabrication du papier. Inventé en Chine vers 200 ans avant notre ère, le processus fut formalisé par Cai Lun en 105 de notre ère, sous la dynastie Han. Initialement, le papier était fabriqué à partir de fibres végétales telles que le chanvre, le lin ou l'écorce de mûrier. Ces fibres étaient bouillies, écrasées dans des mortiers pour former une pâte, puis diluées dans de l'eau. Une fine couche de cette suspension était recueillie sur des tamis en bambou et séchée, produisant des feuilles de papier lisses et résistantes, mesurant typiquement 60 cm sur 40. Cette innovation révolutionna l'écriture et la diffusion des connaissances, offrant un support moins cher et plus léger que le bambou ou la soie. Sa diffusion vers l'ouest fut lente, mais le processus atteignit l'Asie centrale au cours des siècles suivants, notamment Samarcande, où des moulins à papier furent établis au 8e siècle. Les villes oasis, telles que Samarcande, Boukhara, Merv, Kashgar et Khotan, connurent un essor considérable, devenant de véritables métropoles cosmopolites. Leur survie dépendait entièrement de systèmes d'irrigation complexes, les kanats, des tunnels souterrains qui captaient l'eau des nappes phréatiques
ou des montagnes et la transportaient sur des kilomètres, minimisant l'évaporation dans le climat aride. Certains khanats s'étendèrent sur plus de 20 kilomètres, avec des puits d'accès verticaux espacés de 20 à 30 mètres. Autour de ces sources vitales, les villes se dotaient de remparts en briques de terre crues, atteignant parfois 10 mètres de hauteur et 3 mètres d'épaisseur, protégeant les habitants et leurs richesses. À l'intérieur des murs, un labyrinthe de rues étroites abritait des marchés animés, des ateliers d'artisans, des bains publics et des caravansérails, reflétant la diversité des peuples et des cultures qui s'y croisaient. La vie quotidienne dans ces cités-oasis était rythmée par le soleil et le passage des caravanes. Au lever du jour, les habitants s'éveillaient au son des premiers appels à la prière ou au chant du coq, vers 5 heures du matin. Un repas léger était pris, souvent une bouillie d'orge ou de blé, harissa, mélangée à des dattes séchées et accompagnée d'un thé doux. Les paysans partaient vers les champs irrigués, armés de houes en bois et de faucilles de fer, pour cultiver l'orge, le blé, le millet, les lentilles, le coton et la luzerne. Les ouvriers des khanats, quant à eux, descendèrent dans les tunnels sombres pour entretenir et réparer les conduits d'eau. Un travail éreintant et dangereux, souvent sous une chaleur étouffante. Leurs outils se composaient de pics de fer, de pelles en bois et de paniers pour évacuer la terre. Les artisans, eux, commencèrent leur journée dans leurs ateliers bruyants. Un potier, par exemple, dans une ruelle de Samarcande, s'asseyait devant son tour actionné au pied, façonnant l'argile beige locale. Le doux bruit de la roue tournante se mêlait au coup sourd de la forge voisine, où un forgeron martelait le fer pour fabriquer des outils ou des fers à cheval. Plus loin, le tintement des clochettes des chameaux arrivant au caravansérail annonçait de nouvelles marchandises. Les tisserands, souvent des femmes, passaient des heures sur des métiers verticaux ou horizontaux, d'une largeur d'environ 1,5 mètre, transformant la laine brute ou le coton filé en couverture chaude et en tunique robuste, les teignant avec des pigments naturels tirés de la garance, rouge, de l'indigo, bleu, ou du safran, jaune, leur offrant des couleurs profondes et durables. Le repas principal était pris vers midi. Les familles se rassemblaient autour d'un grand tapis posé sur le sol. Les plats étaient simples mais nourrissants. Un grand plat de riz pilaf, cuit avec de la viande d'agneau et des légumes secs, assaisonnés de cumin, de coriandre et d'ail, dont les arômes épicés flottaient dans l'air. Du pain plat, non, était rompu et partagé, souvent trempé dans un yaourt fermenté. Les enfants jouèrent dans les cours intérieures des maisons en pisé, dont les murs épais offraient une fraîcheur bienvenue en été et une protection contre le froid en hiver. Ces maisons, d'une surface moyenne de 100 à 150 mètres carrés, étaient généralement organisées autour d'une cour centrale, avec des pièces destinées au sommeil, à la cuisine et au stockage, meublées de simples nattes tressées et de coffres en bois. Les marchands, qu'ils soient locaux ou de passage, vivaient une existence très différente. Leur journée était dictée par les impératifs du commerce. Un marchand de Khotan, spécialisé dans le jade, pouvait passer la matinée à inspecter des blocs de pierre brute, évaluant leur qualité, leur couleur et leur translucidité, des qualités essentielles pour déterminer leur valeur. Il négociait avec les mineurs et les tailleurs de jade, dont les ateliers sentaient la pierre fraîchement coupée. L'après-midi, il se rendait au marché principal, une place ouverte où se côtoyaient les sons des discussions animées, des appels des vendeurs, des hennissements de chevaux et des bêlements de moutons. On y trouvait des produits locaux comme les tapis de laine, les fruits secs, abricots, pistaches et les peaux tannées, mais aussi des marchandises lointaines, thé chinois compressé en briques d'environ 20 cm de côté, épices indiennes, poivre, cardamome,
et même parfois des objets en verre de la lointaine Méditerranée, dont la fabrication exigeait un savoir-faire complexe. Les pratiques religieuses accompagnaient le quotidien. Le zoroastrisme, avec son culte du feu et ses rituels dédiés à Ahura Mazda, était répandu dans les régions perses et d'Asie centrale. Des temples du feu, des structures en pierre et en briques, abritaient des flammes sacrées entretenues sans interruption par des prêtres, dont les incantations remplissaient l'air de fumée d'encens et de myrrhe. Parallèlement, le bouddhisme commença sa lente diffusion depuis l'Inde vers l'Est, transporté par des moines missionnaires empruntant les mêmes routes que les marchands. Des monastères bouddhistes, taillés dans la roche ou construits en briques de terre, firent leur apparition le long de la route, offrant non seulement des lieux de culte et d'étude, mais aussi des havres de paix pour les voyageurs épuisés. Les stupas, des monticules hémisphériques contenant des reliques du Bouddha, devenaient des points de repère sacrés, mesurant parfois plus de 30 mètres de diamètre à leur base. L'architecture de ces monastères, notamment dans la région de Gandhara, nord du Pakistan actuel, fusionna les styles hellénistiques, parthes et indiens. Les statues du Bouddha, sculptées dans le schiste ou le stuc, prirent des formes anthropomorphes inspirées de la statuaire grecque, avec des drapés réalistes et des expressions sereines. Les moines, vêtus de robes safran, consacrèrent leur journée à la méditation, à l'étude des sutras écrits sur des feuilles de palmier ou des rouleaux de papier, et à la copie des textes sacrés, utilisant des encres noires à base de suie et des pinceaux fins. Leurs repas étaient frugaux, souvent constitués de légumes bouillis et de riz, offerts par les communautés environnantes. La nuit, le silence n'était brisé que par le vent qui soufflait à travers les colonnades et les murmures des moines en prière, dans la douce lumière des lampes à huile dont la mèche en coton flottait dans l'huile végétale. L'expansion de la route de la soie fut également propice à la diffusion de nouvelles cultures et de produits agricoles. La luzerne, rapportée de Ferghana par Zhang Qian, permit d'améliorer l'élevage équin en Chine, offrant un fourrage de meilleure qualité pour les chevaux militaires. Le raisin et la vigne furent également introduits en Chine, et les techniques de vinification se développèrent progressivement, bien que le vin chinois ne remplaça jamais le saké ou l'alcool de riz. Les pêches, les abricots et les noix, originaires de Chine, firent le chemin inverse, s'acclimatant au jardin méditerranéen. Ces échanges botaniques enrichirent considérablement les régimes alimentaires et les économies agricoles des civilisations riveraines de la route, transformant les paysages et les saveurs des cuisines locales. Les risques inhérents au voyage étaient constants. Les déserts impitoyables, avec leurs tempêtes de sable réduisant la visibilité à quelques mètres et leurs dunes mouvantes qui effacèrent les pistes, coûtèrent la vie à de nombreux voyageurs et bêtes. Les montagnes, avec leurs cols glaciales et leurs pentes escarpées, étaient tout aussi dangereuses. De plus, les brigands, organisés en bandes, ciblaient les caravanes isolées, dépouillant les marchands de leurs précieuses marchandises et de leurs biens. Les récits de ces attaques, souvent amplifiés par le bouche à oreille, ajoutaient une couche de mystère et de danger à l'aura de la route. Pour se prémunir, les caravanes voyageaient en grand nombre, parfois escortées par des mercenaires lourdement armés de lances, d'épées en fer et de boucliers en bois recouverts de cuir, renforçant le sentiment de sécurité collective. Malgré ces défis, les profits potentiels étaient colossaux, incitant les marchands à prendre ces risques. Les intermédiaires jouaient un rôle essentiel, car rares étaient ceux qui parcouraient la totalité de la route, longue de plus de 7000 km. Un marchand sogdien, originaire de Samarcande, achetait la soie aux marchands chinois à Kashgar, puis la transportait jusqu'aux frontières parthes, où il la vendait à un prix plus élevé à des marchands parthes ou araméens.
Ces derniers prenaient le relais jusqu'au marché de la Mésopotamie ou de la Syrie, et ainsi de suite, jusqu'à la Méditerranée. Chaque étape ajoutait une marge, mais aussi une plus-value due à la rareté et au prestige croissant de la marchandise. Les langues échangées dans les caravansérails étaient multiples: le sogdien, le parthe, le grec, le chinois, le sanskrit, créant un polyglottisme fascinant et une atmosphère de Babel paisible. Les innovations dans le domaine des transports ne furent pas spectaculaires, mais essentielles. Les selles de chameau furent améliorées, permettant une meilleure répartition du poids sur les deux bosses de l'animal et augmentant sa capacité de charge et son confort sur de longues distances. Les charrettes à 2 ou 4 roues, tirées par des bœufs ou des ânes, étaient utilisées sur les sections plus planes, capables de transporter des charges plus volumineuses, comme des céréales ou des matériaux de construction. Les navires de commerce, bien que moins directement associés à la route terrestre de la soie, jouèrent un rôle croissant dans le transport des produits lourds ou périssables le long des côtes de l'océan Indien et de la mer de Chine, établissant des routes maritimes de la soie, parallèles et complémentaires, reliant l'Inde, l'Asie du Sud-Est et la Chine. Au fil des décennies, ces échanges ne firent que s'intensifier, transformant les régions traversées et tissant des liens toujours plus serrés entre des civilisations éloignées. La route de la soie, initialement une simple collection de pistes, était devenue un véritable écosystème commercial, politique et culturel. Chaque transaction, chaque rencontre, chaque partage de savoir-faire ou de croyances contribuait à un dialogue silencieux mais profond entre l'Est et l'Ouest. C'était un temps de convergence, où l'humanité apprenait à se connaître au-delà des montagnes et des déserts, à travers la beauté des objets échangés et la sagesse des idées partagées, une ère de développement dont les échos continuent de résonner. Ainsi, comme un fleuve tranquille qui, au fil de son cours, gagne en largeur et en profondeur, charriant avec lui les sédiments de terres lointaines, ces premiers réseaux embryonnaires s'épanouirent en une artère vitale, alimentant la croissance des cités et la floraison des cultures. Ces développements, grain après grain accumulés au fil des générations, formèrent le terreau fertile d'une splendeur à venir, une floraison dont la mémoire traverserait les millénaires, portant les murmures d'une prospérité éclatante. Bloc 3, au fil des siècles, comme un fleuve tranquille qui, au fil de son cours, gagne en largeur et en profondeur, charriant avec lui les sédiments de terres lointaines. Ces premiers réseaux embryonnaires s'épanouirent en une artère vitale, alimentant la croissance des cités et la floraison des cultures. Ces développements, grain après grain accumulés au fil des générations, formèrent le terreau fertile d'une splendeur à venir, une floraison dont la mémoire traverserait les millénaires, portant les murmures d'une prospérité éclatante. C'est dans cette période que la route de la soie, désormais non plus un simple ensemble de pistes, mais un véritable système circulatoire de l'ancien monde, atteignit son apogée, principalement sous les dynasties Tang en Chine, 618 à 907 de notre ère, et le califat abbasside au Moyen-Orient, 750 à 1258 de notre ère. Un âge d'or où la grandeur se mesurait à la richesse des échanges, à la hauteur des minarets et à la subtilité des poèmes. L'empire Tang de Chine, avec sa capitale Chang'an, devint le pôle oriental de cette magnificence. Chang'an, l'une des plus grandes villes du monde à son époque, comptait plus d'1 million d'habitants intramuros et autant dans ses faubourgs au 8e siècle. Son plan urbain, un chef-d'œuvre de l'urbanisme chinois, était basé sur une grille rectangulaire de 1800 mètres de côté, divisée en 108 quartiers. Le palais impérial, le Daming Gong, s'étendait sur plus de 3,4 km², ses murs d'enceinte en briques de terre pisées atteignant une hauteur de 10 mètres.
Les marchés de l'Est et de l'Ouest, véritables microcosmes de l'Asie, voyaient transiter des centaines de milliers de tonnes de marchandises chaque année. Au marché de l'Ouest, les marchands sogdiens, persans et arabes échangeaient soie, porcelaine, laque contre épices, pierres précieuses, chevaux et instruments de musique, dans un brouhaha polyglotte où se mêlait une douzaine de langues. La puissance des Tang ne résidait pas seulement dans son commerce, mais aussi dans une administration étatique d'une sophistication rare. Le système des examens impériaux, rigoureux et basé sur la connaissance des classiques confucéens, permettait de recruter des fonctionnaires méritants, organisés en 6 ministères, affaires civiles, rites, guerre, justice, travaux publics et revenus. Cette bureaucratie centralisée gérait un empire vaste de près de 10 millions de kilomètres carrés. L'armée, composée de plusieurs centaines de milliers de soldats professionnels, était répartie dans des garnisons stratégiques le long des frontières et des routes commerciales. La construction du Grand Canal, dont la section la plus ancienne remontait à près de 1000 ans, et fut largement réaménagée et étendue par les Tang, sur plus de 1770 km, reliait le fleuve Jaune au Yangtze-Jiang, permettant le transport de riz et de soie vers la capitale avec des barges de près de 30 mètres de long, tirées par des centaines d'hommes et de bœufs, assurant ainsi la stabilité économique de l'empire. À l'autre extrémité de la route, le califat abbasside, fondé en 750, érigeait sa splendeur à Bagdad, la cité de la paix. Fondée par le calife Al-Mansour en 762, Bagdad fut initialement construite comme une ville ronde parfaite, d'un diamètre de 2500 mètres, entourée de doubles remparts en briques crues et cuites, atteignant 15 mètres de hauteur. Au centre se dressait le palais du calife et la grande mosquée, dont les minarets s'élevaient à plus de 50 mètres, visibles à des kilomètres à la ronde. La ville devint rapidement un centre intellectuel et commercial inégalé. La maison de la sagesse, Beit al-Hikma, fondée au début du IXe siècle, abritait une bibliothèque colossale contenant des centaines de milliers de manuscrits. Des savants de toutes origines y traduisaient les œuvres grecques, persanes et indiennes en arabe, lançant un âge d'or de la philosophie, de la médecine, de l'astronomie et des mathématiques. Le système économique abbasside, basé sur le dinar d'or et le dirham d'argent, était d'une robustesse exceptionnelle. Le dinar, pesant 4,25 grammes d'or pur, et le dirham, pesant 2,97 grammes d'argent, étaient acceptés depuis l'Espagne jusqu'à l'Inde. Des banquiers et des changeurs dont les échoppes bordèrent les souks proposaient des services de crédit et de transfert de fonds via des lettres de change appelées sacs, un précurseur du chèque moderne. Ces instruments permettaient aux marchands de voyager sans transporter de grandes quantités d'or, réduisant les risques de brigandage. Les routes commerciales maritimes et terrestres étaient étroitement connectées. Les navires d'Oman et de Bassora transportèrent des épices d'Inde et d'Asie du Sud-Est vers le golfe Persique, d'où elles étaient acheminées par caravane jusqu'à Bagdad, Damas ou Le Caire. Au cœur de la route de la soie, les cités-oasis d'Asie centrale, comme Samarcande, Boukhara et Merv, atteignirent leur apogée. Samarcande, en particulier, surnommée le joyau de l'islam ou la perle de la route de la soie, était un carrefour où le souffle de l'Est et de l'Ouest se rencontraient. Son Régistan, une place publique monumentale, était bordé de madrasas imposantes et de bazars grouillants. Les murs en pisé et en briques d'argile de ces édifices, rehaussés de carreaux de céramique émaillés aux couleurs bleu turquoise, lapis-lazuli et blanc, scintillaient sous le soleil, créant un kaléidoscope visuel. Des centaines d'ateliers d'artisans, des tanneries aux potiers, en passant par les fabricants de papier, s'alignaient le long de ruelles étroites,
contribuant à une économie urbaine vibrante. La population de Samarcande, au IXe siècle, aurait avoisiné les 200 000 âmes, ce qui en faisait l'une des plus grandes agglomérations en dehors de la Chine. La vie dans ces grandes cités était une symphonie de sons, d'arômes et de couleurs. Au marché principal de Samarcande, vers 7 heures du matin, le spectacle était déjà en plein essor. Les appels des marchands, lancés dans une dizaine de langues différentes, persan, sogdien, arabe, ouïghour, résonnaient dans l'air. Des montagnes d'épices, dont le safran d'Iran, le poivre d'Inde et la cannelle de Ceylan, dégageaient des effluves intenses, mêlés à l'odeur du pain plat fraîchement cuit dans les fours en terre, tandoor, vendus pour quelques dirhams la pièce. Les étals débordèrent de tapis de laine aux motifs géométriques, de soies brodées de Chine, de jade sculptées de khotan, de pierres précieuses venues des mines du Badakhshan, lapis lazuli, rubis. Un rouleau de soie d'une dizaine de mètres pouvait s'échanger contre plusieurs pièces d'or ou l'équivalent de 20 sacs de blé, reflétant la valeur inestimable de ces marchandises. Les sons urbains étaient une texture constante. Le martèlement des forgerons sur l'enclume, façonnant des outils et des fers à cheval, se mêlait au doux cliquetis des métiers à tisser, où des femmes créaient des étoffes complexes. Les cris des porteurs, poussant leurs charrettes chargées de jarres de terre cuite ou de sacs de céréales, ajoutaient à la cacophonie générale. À midi, l'arôme des brochettes d'agneau grillées sur des charbons ardents, assaisonnés de cumin et de coriandre, envahissait les rues, invitant les passants à se restaurer dans les petites échoppes. Des musiciens ambulants, jouant de l'oud ou du rebab, offraient des mélodies envoûtantes dans les caravansérails, tandis que des conteurs captivaient leur auditoire avec des récits épiques d'amour et d'aventure, dans les salons de thé où l'on buvait du thé vert sucré. Les festivals et les processions rythmèrent l'année. Lors de l'Aïd al-Fitr, célébré après le mois de jeûne, les rues s'animèrent de cortèges colorés. Hommes, femmes et enfants, vêtus de leurs plus beaux habits, tuniques de soie brodée, cafetans de coton aux couleurs vives, turbans finement enroulés, se dirigèrent vers la grande mosquée pour la prière collective. Des étals éphémères proposaient des sucreries, du nougat de sésame et des fruits confits. Les parfums d'encens de bois d'aloès et de myrrhe, brûlés dans des cassolettes d'argent, flottaient dans l'air, se mêlant aux rires des enfants et aux chants religieux. Les joutes équestres, les spectacles de derviches tourneurs et les démonstrations de fauconnerie offraient des divertissements populaires, créant une atmosphère de joie collective et de partage, le tout sous le soleil d'été ou la douceur printanière. La vie des différentes classes sociales était perceptible dans l'architecture et les rituels quotidiens. Les riches marchands et les dignitaires possédaient de vastes demeures en briques cuites, parfois à 2 étages, organisées autour de cours intérieures ombragées, ornées de fontaines en marbre et de jardins luxuriants. Les murs des pièces de réception étaient souvent décorés de calligraphie coranique ou de motifs géométriques complexes. Le mobilier était composé de coussins en soie et de tapis persans aux motifs floraux. Leurs repas étaient somptueux, avec des plats de riz safrané, de poulet farci aux amandes, de figues séchées et de pâtisseries au miel. Les serviteurs, souvent une douzaine par maison, veillaient à chaque détail, assurant le confort de leur maître. En contraste, les artisans et les paysans vivaient dans des maisons plus modestes en briques d'adobe, d'une surface d'environ 80 à 100 mètres carrés, avec un seul étage, organisé autour d'une petite cour pour les activités domestiques et l'élevage de quelques volailles. Leurs intérieurs étaient plus spartiates, avec des nattes de roseaux tressés et des coffres en bois pour le rangement. Leurs repas étaient plus frugaux mais nourrissants, des ragoûts de lentilles et de pois chiches, des soupes de céréales épaisses, harira et bien sûr
le pain plat omniprésent. Une famille pouvait dépenser environ 10 dirhams par mois pour la nourriture de base, tandis que les plus aisés pouvaient dépenser des centaines de dirhams par semaine pour des mets raffinés et des importations de luxe. Les interactions sociales se déroulaient dans divers espaces publics. Les hammams, ces bains publics chauffés par des fours à bois, étaient des lieux de détente et de sociabilité essentiels. On y passait des heures à se laver, à se masser et à discuter des affaires courantes ou des nouvelles de la caravane fraîchement arrivée. L'air y était saturé de vapeur d'eau et d'arômes de savon d'Alep. Les madrasas, écoles religieuses et universitaires, résonnaient des discussions philosophiques et des récitations coraniques, tandis que les mosquées offraient des moments de recueillement et de prière 5 fois par jour, au son des appels du muezzin du haut de son minaret. Les cafés, avec leur fumée parfumée de narguilé et le doux cliquetis des jeux de dés ou d'échecs, étaient des lieux de rencontre pour les marchands et les lettrés. Les réalisations architecturales de cette période furent grandioses. La grande mosquée de Samarcande, le vendredi, pouvait accueillir des milliers de fidèles sous ses vastes coupoles, dont la principale s'élevait à 45 mètres du sol. Les minarets, au nombre de 4, flanquaient l'édifice, chacun atteignant une hauteur de 60 mètres. Construite en briques cuites, elle était ornée de faïences polychromes et de calligraphie monumentale en céramique glacurée. Les caravansérails, véritables hôtels fortifiés pour marchands et leurs bêtes, ponctuaient la route tous les 30 à 40 km, soit une journée de marche pour une caravane. Un caravansérail typique mesurait 60 mètres de côté, avec une cour centrale, des écuries voûtées pour des centaines de chameaux et chevaux, et des chambres pour les voyageurs, ainsi qu'une petite mosquée et des bains. Leurs murs épais de 2 mètres offraient une protection robuste contre les intempéries et les brigands. Le flux incessant de marchandises et de personnes accéléra la diffusion des technologies. La fabrication du papier, après son introduction à Samarcande suite à la bataille de Talas en 751, devint une industrie majeure. Les moulins à papier de Samarcande utilisaient des fibres de lin, de chanvre et d'écorce de mûrier, broyées par des marteaux actionnés par l'énergie hydraulique, créant une pâte fine et homogène. Cette pâte était étalée sur des tamis en bambou et séchée, puis les feuilles étaient traitées à l'amidon pour leur donner une surface lisse et durable, idéale pour l'écriture. Le papier de Samarcande était réputé pour sa qualité supérieure, supplantant le parchemin et le papyrus, et sa diffusion vers l'Ouest transforma la culture savante du monde islamique et de l'Europe, rendant l'écriture et la connaissance plus accessibles et moins coûteuses. Les conquêtes territoriales, bien que souvent empreintes de la violence des épées, eurent des conséquences structurantes sur la route. L'expansion du califat abbasside, qui s'étendit de l'Espagne à l'Asie centrale au 8e siècle, créa une zone économique et culturelle unifiée. Les campagnes militaires contre l'Empire byzantin à l'ouest et les royaumes locaux d'Asie centrale à l'est, souvent menées par des armées composées de plusieurs dizaines de milliers de soldats équipés de sabres incurvés et de cottes de mailles en fer, permirent d'assurer la sécurité des routes, de lever des impôts réguliers et d'établir une administration centralisée qui favorisait le commerce. Bien que ces conflits aient été des tempêtes de l'histoire, leurs échos lointains se sont estompés pour laisser place à des périodes de stabilité relative qui permirent à la route de s'épanouir. Le foisonnement culturel atteignit des sommets. Les mathématiciens comme Al-Khwarizmi, dont les travaux sur l'algèbre et les chiffres indo-arabes révolutionnèrent le calcul, étaient des figures de proue de la maison de la sagesse. Al-Biruni, un érudit polymathe du Xe siècle, effectua des mesures précises de la circonférence de la Terre avec une marge d'erreur de seulement quelques kilomètres, en utilisant des méthodes trigonométriques complexes et des observations astronomiques depuis les plaines d'Asie centrale.
Les œuvres littéraires, comme les 1001 nuits, commencèrent à prendre forme, recueillant des récits populaires de toute l'Asie, racontant les aventures de marins, de marchands et de califes, dans un Orient fantasmé, mais ancré dans les réalités de la route. La musique et les arts visuels s'épanouirent. Les maîtres de la miniature persane et d'Asie centrale créaient des illustrations exquises pour les manuscrits, représentant des scènes de cour, de chasse et des épisodes poétiques, avec des pigments aux couleurs éclatantes comme le lapis lazuli pour le bleu, le cinabre pour le rouge et l'or pur. Les musiciens perfectionnèrent des instruments comme l'oud, le qanun et le ney, dont les mélodies modales accompagnaient les banquets et les soirées dans les palais et les maisons de thé. La poésie persane, avec des figures comme Rudaki, 9e-10e siècle, était célébrée dans les cours des souverains, ses vers récités avec emphase, exaltant l'amour, la sagesse et la beauté de la nature, tissant un fil d'or à travers la tapisserie des cultures. Les systèmes institutionnels du califat étaient sophistiqués. La justice était rendue par les cadis, juges, appliquant la charia, un corpus de lois dérivé du Coran et de la sunna du prophète. Les marchés étaient régulés par le muhtasib, un inspecteur des poids et mesures, qui s'assurait de l'équité des transactions et de la qualité des produits. Les waqf, fondations pieuses, finançaient la construction et l'entretien des mosquées, des madrasas, des hôpitaux et des ponts, contribuant ainsi à l'infrastructure publique et au bien-être social. Des hôpitaux, comme l'hôpital Adudi à Bagdad, fondé au Xe siècle, employaient des médecins qualifiés, des chirurgiens et des apothicaires, et offrèrent des soins gratuits aux pauvres, démontrant une avancée significative dans l'organisation de la santé publique. Les marchandises traversant la route n'étaient pas seulement des objets, mais aussi des idées et des techniques. La culture du coton, originaire d'Inde, se diffusa vers l'Ouest, transformant l'industrie textile du Moyen-Orient et de l'Europe. Le verre soufflé, une technique mise au point en Mésopotamie et en Syrie, permit la production de récipients légers et élégants qui furent exportés vers la Chine. Les techniques d'irrigation, comme les norias, actionnées par des animaux, permettant d'élever l'eau des rivières et des canaux, furent perfectionnées dans le monde islamique et se propagèrent, augmentant la productivité agricole des terres arides. Le contact entre les civilisations de l'Est et de l'Ouest, facilité par cette route, fut une force motrice pour l'innovation et le progrès technique à l'échelle mondiale. Les vastes distances n'étaient pas un obstacle infranchissable, mais une invitation à l'ingéniosité. Les caravaniers, des professionnels aguerris, maîtrisaient l'art de la navigation désertique, utilisant les étoiles la nuit et les repères naturels le jour pour s'orienter. Ils connaissaient les emplacements des puits et des oasis et savaient comment protéger leurs bêtes et leurs cargaisons des rigueurs du climat, qu'il s'agisse des tempêtes de sable qui pouvaient durer des jours ou des hivers glaciaux des hauts plateaux. Un voyage de Samarcande à Chang'an pouvait prendre jusqu'à 6 mois et un aller-retour jusqu'à 2 ans, exigeant une patience et une résilience extraordinaires de la part de ces explorateurs du commerce. Ainsi, à travers la splendeur des villes, la richesse des marchés et la profondeur des savoirs, cette époque d'apogée marqua une période où l'humanité, interconnectée par ses fils d'or et de soie, célébrait la diversité et l'ingéniosité. Les murmures des civilisations s'entremêlaient, créant une symphonie harmonieuse de cultures, dont les échos, tel le vent qui sculpte patiemment les dunes du désert, allaient laisser des traces indélébiles, préparant le terrain pour de nouvelles métamorphoses et de nouveaux défis au fil du temps. Les décennies qui suivirent cette période de splendeur, où les villes s'élevaient comme des joyaux le long des routes millénaires, apportèrent avec elles les murmures d'une transformation profonde, les prémices d'une ère de défi et d'adaptation.
Sous la surface brillante de cette grandeur unifiée par les fils de soie et d'or, des courants invisibles commençaient à tracer de nouveaux chemins, porteurs de métamorphoses que nul ne pouvait encore deviner. Tel le mouvement lent et inéluctable des plaques tectoniques, des pressions internes et externes s'accumulèrent, remodelant le paysage politique, économique et social de l'ancien monde, laissant des échos de bouleversement dans les annales de l'histoire. Cette transition, marquée par des événements souvent tumultueux, allait redéfinir les contours des empires et les dynamiques d'échange. En Chine, l'éclat de la dynastie Tang, bien que mémorable, portait en son sein les germes de son propre déclin, manifestés par des tensions croissantes au 8e siècle. L'expansion territoriale avait étiré les capacités administratives de l'empire, et les gouverneurs militaires des régions frontalières, connus sous le nom de Jiedushi, avaient acquis une autonomie et une puissance considérables. Ces généraux, souvent responsables de plusieurs dizaines de milliers de soldats et de vastes territoires, commençaient à défier l'autorité centrale de Chang'an. Les ressources destinées à la capitale étaient de plus en plus captées par ces potentats locaux, affaiblissant le trésor impérial et rendant plus difficile le maintien des infrastructures cruciales, telles que le Grand Canal ou les routes postales, essentielles à la cohésion de l'Empire. Le point culminant de ces tensions internes fut la rébellion d'An Lushan, qui éclata en 755. An Lushan, un général d'origine sogdienne et turque, contrôlait 3 provinces du nord-est de la Chine et disposait d'une armée personnelle de plus de 150 000 hommes, bien entraînés et fidèles. En décembre de cette année-là, il marcha sur la capitale Luoyang, la conquit en quelques semaines et se proclama empereur d'une nouvelle dynastie. L'impact de cette insurrection fut cataclysmique, déchirant l'Empire pendant près de 8 ans. Des villes entières furent dévastées, des infrastructures détruites, et les estimations suggèrent que la population de l'Empire fut réduite de plusieurs dizaines de millions d'âmes, altérant profondément le tissu démographique et social de la Chine. Les conséquences de la rébellion d'An Lushan furent irréversibles pour la dynastie Tang. Bien que la rébellion fût finalement écrasée en 763 avec l'aide de mercenaires ouïghours, le pouvoir central en sortit considérablement affaibli. Les Jiedushi conservèrent ou même augmentèrent leur autonomie, se transformant en seigneurs de guerre semi-indépendants. Le système de taxation sur les terres, pilier de l'économie impériale, fut gravement compromis, forçant le gouvernement à s'appuyer sur des monopoles d'État sur le sel et le fer, et à vendre des titres et des offices pour renflouer ses caisses. Cette fragmentation interne allait persister pendant des siècles, marquant la fin de l'âge d'or des Tang et introduisant une période de division connue sous le nom des 5 dynasties et des 10 royaumes après 907. Parallèlement à ces bouleversements en Orient, le califat abbasside, bien que connaissant un apogée culturel et scientifique, commençait lui aussi à ressentir les pressions d'un empire étendu et diversifié. Au cours des 9e et 10e siècles, l'autorité du calife de Bagdad s'éroda progressivement face à la montée de dynasties locales semi-indépendantes dans les provinces périphériques. Les Fatimides, une dynastie chiite, prirent le contrôle de l'Égypte et de vastes régions d'Afrique du Nord et du Levant dès 909, fondant le Caire en 969 et établissant un califat rival. Cette division religieuse et politique fragmenta l'unité du monde islamique, détournant des ressources et des routes commerciales du cœur abbasside. Plus à l'est, les Buyides, une dynastie chiite d'origine persane, s'emparèrent de Bagdad en 945, réduisant le calife abbasside à un rôle purement spirituel, sans pouvoir temporel. Ils établirent une hégémonie sur l'Irak et une grande partie de la Perse, contrôlant les finances et l'armée. Ces transformations internes reflétaient des réalités complexes.
la difficulté de gouverner des territoires immenses avec des populations diverses, l'émergence de nouvelles élites militaires et la résurgence des identités régionales. Les richesses des impôts, qui autrefois affluaient vers Bagdad, étaient désormais interceptées par ces pouvoirs locaux, affaiblissant la capacité du califat à maintenir la sécurité des routes commerciales lointaines. Les conséquences de cette fragmentation furent multiples. La route de la soie, bien que toujours active, devint plus précaire. Les caravanes devaient naviguer à travers un patchwork de principautés, chacune exigeant son propre tribut et offrant des niveaux de sécurité variables. Les temps de voyage s'allongèrent, les coûts augmentèrent et les risques de brigandage augmentèrent, malgré les efforts de certains souverains locaux pour protéger les marchands qui apportèrent la prospérité à leur domaine. La fragmentation politique encouragea également une diversification des routes commerciales, avec des flux se déplaçant vers des voies maritimes ou des circuits plus courts, adaptés aux nouvelles réalités géopolitiques régionales. Au XIe siècle, une nouvelle force se leva des steppes d'Asie centrale, les Turcs seldjoukides. Originaires de la région du lac d'Aral, ces nomades convertis à l'islam sunnite, dotés d'une cavalerie légère et rapide armée d'arcs composites en bois et en cornes d'une portée de plus de 300 mètres, commencèrent leur migration vers l'ouest. Sous la direction de chefs charismatiques comme Togrul Beg, ils conquirent la Perse, puis entrèrent triomphalement à Bagdad en 1055. Le calife abbasside, privé de tout pouvoir militaire, les reconnut comme sultans, leur confiant l'autorité temporelle et la protection de l'islam sunnite. Ce fut un changement majeur dans la dynamique du pouvoir au Moyen-Orient. La présence seldjoukide transforma la géographie politique. En 1071, à la bataille de Manzikert, une armée seldjoukide d'environ 40 000 hommes, dirigée par Alparslan, infligea une défaite écrasante à l'Empire byzantin, dont l'armée comptait près de 60 000 soldats. Cette victoire ouvrit les portes de l'Anatolie aux Turcs, changeant la démographie et la culture de cette région, qui deviendrait progressivement turque et islamique. Les échos de cette bataille lointaine résonnèrent jusqu'en Europe, contribuant à la perception d'une menace grandissante de l'Orient et posant les bases de futurs conflits, redéfinissant les équilibres de puissance dans le bassin méditerranéen. Les croisades, qui débutèrent à la fin du XIe siècle, représentèrent une pression externe significative pour le monde islamique. Initiées par les puissances européennes, ces expéditions militaires, souvent composées de plusieurs dizaines de milliers de chevaliers et de fantassins, visaient à reprendre les lieux saints. Bien que les croisades n'aient pas directement menacé le cœur du califat abbasside, elles ont détourné les ressources des sultanats musulmans du Levant et de l'Égypte, forçant des alliances complexes et des affrontements coûteux. La prise de Jérusalem en 1099 par les croisés, après un siège de plusieurs semaines, fut un événement marquant qui, par ses répercussions, mobilisa des énergies considérables des deux côtés. Ces conflits, bien que narrés ici comme des flux et reflux de l'histoire, eurent des impacts concrets sur les populations et les infrastructures. Les routes commerciales furent temporairement interrompues ou déviées. Les villes côtières virent leurs économies bouleversées et les transferts de technologies et d'idées furent à la fois ralentis par les guerres et accélérés par les contacts forcés. Par exemple, les techniques de fortification européennes et orientales s'influencèrent mutuellement et de nouvelles cultures agricoles, comme le riz ou les agrumes, voyagèrent avec les mouvements de troupes et de populations, laissant des traces durables dans le paysage agraire et culinaire. Mais la transformation la plus profonde et la plus destructrice fut l'avènement des Mongols au XIIIe siècle. Issus des steppes d'Asie centrale sous la direction de Gengis Khan, les Mongols unifièrent des tribus nomades
et forgèrent une machine militaire d'une efficacité redoutable, caractérisée par une mobilité sans précédent et une discipline de fer. Leurs cavaliers, armés d'arcs composites puissants et de sabres légers, pouvaient parcourir plus de 100 km par jour. En l'espace de quelques décennies, ils déferlèrent sur l'Eurasie, créant le plus vaste empire terrestre jamais vu. Leur passage, bien que dévastateur pour de nombreuses villes, allait paradoxalement, et pour un temps, revigorer certains tronçons de la route de la soie. Les premières campagnes mongoles, sous Gengis Khan, furent dirigées vers la Chine du Nord à partir de 1211, puis vers l'Empire khwarezmien en Asie centrale à partir de 1219. Des villes comme Samarcande, qui avaient prospéré comme un joyau de la route de la soie, furent assiégées et prises en 1220. Les stratégies mongoles incluaient l'utilisation d'ingénieurs de siège capturés pour construire des trébuchets géants capables de projeter des pierres de plusieurs centaines de kilogrammes et la diversion de rivières pour inonder des forteresses. Les destructions furent vastes, affectant gravement les systèmes d'irrigation complexes, tels que les khanats, ces galeries souterraines qui avaient soutenu l'agriculture pendant des millénaires. En 1258, la tempête mongole atteignit le cœur du califat abbasside. L'armée de Hulagu Khan, petit-fils de Gengis Khan, forte d'environ 150 000 hommes, assiégea Bagdad. Après un siège de 13 jours, la ville tomba le 10 février. Le calife Al-Mustasim et sa famille furent exécutés, marquant la fin du califat abbasside, une institution qui avait duré 5 siècles. La Maison de la Sagesse, cette bibliothèque colossale qui abritait des centaines de milliers de manuscrits accumulés par des générations de savants, fut détruite, ses livres jetés dans le Tigre, dont les eaux, dit-on, furent noircies par l'encre. Cette perte culturelle fut immense, mais les échos de la science et de la philosophie continuèrent de résonner, portés par les érudits irrescapés. Pourtant, sous la domination mongole, une période de relative stabilité, la Pax Mongolica, s'installa sur une grande partie de l'Eurasie. Les routes commerciales, auparavant fragmentées par des dizaines de seigneuries, furent unifiées sous une seule autorité, favorisant les échanges et les voyages. Des marchands comme Marco Polo, qui partit de Venise en 1271 pour atteindre la cour de Kublai Khan en Chine, purent traverser le continent avec une sécurité relative, emportant avec eux non seulement des marchandises, mais aussi des récits et des observations qui fascinèrent l'Europe, ouvrant des fenêtres sur les cultures lointaines de l'Orient. Cette nouvelle configuration offrit un cadre éphémère à un renouveau des contacts Est-Ouest. Cette période de relative accalmie ne dura pas indéfiniment. Au milieu du XIVe siècle, un fléau invisible et d'une ampleur sans précédent se propagea le long de ces mêmes routes commerciales, la peste noire. Partant des steppes d'Asie centrale vers 1346, elle fut transportée par les puces des rats voyageant dans les caravanes et sur les navires. En quelques années, de 1347 à 1351, elle ravagea l'Europe, l'Asie et l'Afrique du Nord, tuant, selon les estimations, entre 30 et 50% de la population mondiale, soit des dizaines de millions d'âmes. Les conséquences démographiques, sociales et économiques furent cataclysmiques, provoquant des ruptures profondes dans l'ordre établi. Les villes, autrefois centres de commerce et de savoir, devinrent des foyers d'épidémie, perdant des proportions massives de leurs habitants. Les marchés se vidèrent, les ateliers cessèrent leur activité et les réseaux d'échange furent gravement perturbés. La peste noire eut un impact direct sur la route de la soie, entraînant une diminution drastique du volume des échanges et une rétraction des contacts entre l'Orient et l'Occident. Les populations, traumatisées et décimées,
se replièrent sur des économies locales et la confiance dans les voyages lointains fut ébranlée pour des générations. Ce fut un voile sombre qui s'abattit sur le monde, altérant les fondations des sociétés et des économies. Face à ces bouleversements, de nouvelles adaptations émergèrent lentement. L'attention se tourna de plus en plus vers les routes maritimes, jugées plus sûres et moins coûteuses pour le transport de marchandises lourdes et volumineuses sur de longues distances. La Chine de la dynastie Ming, après avoir chassé les Mongols en 1368, entreprit de vastes expéditions maritimes au début du XVe siècle, sous l'amiral Zheng He. Ces flottes, composées de navires trésors mesurant jusqu'à 120 mètres de long, visitèrent les côtes d'Asie du Sud-Est, d'Inde, du Moyen-Orient et d'Afrique de l'Est, établissant de nouvelles routes commerciales maritimes et des échanges diplomatiques. En Occident, les cités-États italiennes, comme Venise et Gênes, s'étaient déjà positionnées comme des puissances maritimes, important des épices et d'autres produits de luxe via l'Égypte et le Levant. Le déclin des routes terrestres, accentué par les épidémies et les troubles politiques en Asie centrale, accéléra cette transition. Ces transformations stimulèrent l'innovation en matière de navigation et de construction navale, avec des caravelles capables de traverser les océans. La quête de nouvelles routes vers l'Orient par la mer, motivée par le désir de contourner les intermédiaires et de réduire les coûts, allait culminer dans les grandes explorations européennes de la fin du XVe siècle, remodelant la carte du monde. Ainsi, les villes florissantes de jadis, témoins de l'apogée de la route de la soie, entrèrent dans une ère de changement. Certaines s'adaptèrent, d'autres déclinèrent, et de nouvelles cités portuaires prirent le relais, redéfinissant les centres de gravité du commerce mondial. Les empires établis, tels les Tang et les Abbassides, s'étaient fissurés sous le poids des événements, laissant la place à de nouvelles configurations politiques et à de nouveaux acteurs. Ces vagues de transformation, à la fois destructrices et créatrices, firent du passé une tapisserie complexe de continuité et de rupture, où les échos des anciennes splendeurs se mêlaient aux murmures des innovations à venir, tandis que le vent du temps sculptait inlassablement les paysages de l'histoire. De ces transformations profondes et souvent tumultueuses, comme les fleuves qui changent lentement leur cours, émergea un héritage complexe, tissé de continuité insoupçonnée et de réinventions silencieuses. Les siècles qui suivirent ces bouleversements révélèrent comment les fondations de civilisations entières, bien que remodelées par les tempêtes de l'histoire, continuèrent de résonner, façonnant les mondes à venir et laissant des traces indélébiles dans le paysage culturel et matériel de l'humanité. Le déclin relatif des routes terrestres de la soie ne signifiait pas la fin des échanges, mais plutôt une métamorphose de leur nature et de leurs vecteurs, une migration des flux commerciaux et des idées vers de nouveaux horizons. L'une des continuités les plus frappantes fut la persistance des compétences artisanales et des connaissances techniques. En Chine, par exemple, la fabrication de la porcelaine, dont les techniques avaient été perfectionnées sous les dynasties Tang et Song, continua de prospérer et d'évoluer sous les Ming et les Qing. Les ateliers de Jingdezhen, dès le XIVe siècle, produisaient des céramiques bleues et blanches d'une finesse inégalée, utilisant du kaolin et de la pétincée extraits de carrières locales. Ces objets, peints avec des motifs délicats au cobalt importé du Moyen-Orient, étaient exportés en quantité massive. Des milliers de fours cylindriques y opéraient, employant des dizaines de milliers d'artisans spécialisés dans la préparation de l'argile, la mise en forme, la peinture et la cuisson, à des températures allant jusqu'à 1300 degrés Celsius, témoignant d'une transmission ininterrompue de savoir-faire millénaire. La soierie chinoise, autre pilier des échanges lointains, maintint également sa prééminence. Les méthodes de sériciculture, impliquant l'élevage du ver à soie, Bombyx mori, sur des feuilles de mûrier,
et le dévidage des cocons pour obtenir des fils longs et résistants restèrent inchangés dans leurs principes fondamentaux depuis des millénaires. Les motifs et les techniques de tissage, comme le brocart ou le damas, continuèrent de s'affiner dans des centres tels que Suzhou et Hangzhou, produisant des étoffes qui, même si elles voyageaient moins par la route de la soie terrestre, trouvèrent de nouveaux débouchés via les routes maritimes. Les empereurs Ming, en particulier, favorisèrent cette industrie, utilisant la soie comme cadeau diplomatique et comme monnaie d'échange précieuse. Au Moyen-Orient, l'héritage scientifique et philosophique du califat abbasside, bien que son institution politique fût tombée en 1258, ne s'éteignit pas. Les traductions grecques et persanes en arabe avaient été préservées et continuèrent d'être étudiées et commentées dans les madrasas et les bibliothèques des nouveaux pouvoirs régionaux. L'astronomie, avec des instruments tels que l'astrolabe et les cadrans solaires perfectionnés, se développa notamment sous les îles Canides en Perse, où l'observatoire de Maraga, fondé en 1259 par Nasir al-Din al-Tusi, devint un centre de recherche majeur, avec un quadrilatère mural de 45 mètres et des tables astronomiques d'une précision remarquable. La médecine islamique, riche des savoirs grecs et indiens, ainsi que des contributions originales d'érudits comme Avicenne, Ibn Sina et Rhazès al-Razi, exerça une influence profonde sur l'Europe médiévale et de la Renaissance. Des traités comme le Canon de la médecine d'Avicenne, un ouvrage encyclopédique de 5 volumes, furent traduits en latin dès le XIIe siècle et servirent de manuel de référence dans les universités européennes pendant des siècles. Ces textes détaillaient des procédures chirurgicales, des propriétés de plantes médicinales et des théories sur l'anatomie humaine, avec une précision et une systématisation sans équivalent dans l'Occident de l'époque, transmettant ainsi des pratiques et des concepts qui furent les fondements de la médecine moderne. Les innovations agricoles et les techniques d'irrigation, développées par les civilisations anciennes le long de la route de la soie, perdurèrent également. Les qanats, ces galeries souterraines captant les nappes phréatiques et les acheminant sur des kilomètres vers des zones arides, continuèrent d'être entretenues et construites en Perse, en Asie centrale et en Afrique du Nord jusqu'à l'époque moderne. Ces systèmes ingénieux, souvent longs de plusieurs dizaines de kilomètres et équipés de puits d'accès tous les 30 à 50 mètres pour l'entretien, transformèrent des déserts en oasis fertiles, permettant la culture du blé, de l'orge, des dattes et des agrumes, et soutenant des populations denses là où l'eau était une ressource précieuse et difficile à maîtriser. En architecture, les motifs décoratifs, les techniques de construction et les types de bâtiments qui avaient prospéré le long des routes commerciales laissèrent des empreintes durables. Les caravansérails, par exemple, bien que l'usage des grandes routes terrestres ait diminué, continuèrent d'être des centres d'activité commerciale régionale. De la Turquie ottomane à l'Inde moghole, ces édifices massifs, souvent carrés ou rectangulaires, avec une cour intérieure de 20 à 50 mètres de côté, comportaient des écuries pour les animaux, des entrepôts pour les marchandises et des chambres pour les voyageurs, et continuent de jalonner les paysages comme des témoignages silencieux d'une époque de voyage et d'échange. Le XIIIe et le XIVe siècle furent des époques de bouleversements majeurs, mais aussi de catalyse pour de nouvelles configurations. L'effondrement du califat abbasside sous les coups des Mongols, par exemple, libéra l'espace politique pour l'émergence de nouvelles puissances islamiques. L'Empire ottoman, fondé à la fin du XIIIe siècle en Anatolie par Osman Ier, un chef de tribu turc, grandit à partir des cendres des sultanats seldjoukides. Son expansion, avec la conquête de Constantinople en 1453 par Mehmed II, un exploit qui nécessita l'emploi de canons géants en bronze de plus de 8 mètres de long,
réorienta les flux commerciaux et les influences culturelles vers la Méditerranée orientale et les Balkans. Les Ottomans, ainsi que les empires safavides en Perse, fondés en 1501, et moghols en Inde, fondés en 1526, consolidèrent de vastes territoires, créant des structures étatiques puissantes qui supplantèrent la fragmentation politique observée précédemment. Ces empires de la poudre à canon, comme on les appelle parfois en raison de leur maîtrise de l'artillerie et des armes à feu, revitalisèrent des portions des anciennes routes commerciales et établirent de nouvelles dynamiques d'échange. Leurs capitales, comme Istanbul, Ispahan et Agra, devinrent des centres vibrants de commerce, d'art et d'érudition, où les caravanes continuaient d'apporter épices, soieries et pierres précieuses, même si la proportion des échanges maritimes augmentait. La transition vers les routes maritimes, déjà amorcée, s'accéléra de manière irréversible avec les explorations européennes. Les Portugais, à partir de la fin du XVe siècle, ouvrirent une route maritime vers l'Inde en contournant l'Afrique. Vasco de Gama atteignit Calicut en 1498, établissant un lien direct entre l'Europe et les Indes orientales. Ces navires, des caravelles et des naos robustes de 100 à 200 tonnes, pouvaient naviguer en haute mer, transportant des épices comme le poivre, la cannelle et la noix de muscade, ainsi que des textiles de coton, pour les vendre sur les marchés européens à des prix compétitifs, contournant les intermédiaires moyen-orientaux. Les voyages de Christophe Colomb en 1492, bien qu'initialement destinés à atteindre l'Asie par l'ouest, révélèrent l'existence d'un nouveau continent. Cette découverte mena à l'établissement de vastes empires coloniaux espagnols et portugais dans les Amériques, puis par d'autres puissances européennes. Cet événement d'une portée historique immense, connu sous le nom d'échange colombien, marqua le transfert de plantes, d'animaux, de cultures et de maladies entre le Nouveau et l'Ancien Monde. Des produits comme la pomme de terre, le maïs, la tomate et le cacao se diffusèrent de l'Amérique vers l'Europe et l'Asie, transformant l'agriculture et les régimes alimentaires à l'échelle planétaire et ajoutant de nouvelles saveurs à la tapisserie culinaire mondiale. L'émergence de ce système monde global, centré sur les océans, modifia profondément les centres de gravité économique. Les cités portuaires de l'Atlantique, comme Lisbonne, Séville, Anvers et plus tard Londres et Amsterdam, prirent le relais des anciennes métropoles de la route de la soie, telles que Samarcande ou Kashgar, qui conservèrent une importance régionale mais perdirent leur rôle de plaque tournante intercontinentale. Les vastes entrepôts le long de la Tamise ou de l'Escaut furent remplis de marchandises exotiques, jadis inaccessibles ou extrêmement coûteuses, désormais importées en quantité massive par des flottes marchandes de plusieurs centaines de navires. Pourtant, les échos de la route de la soie ne se sont jamais complètement tus. De nombreuses traditions culturelles et artistiques qui avaient fleuri le long de ces voies d'échange perdurèrent et se réinventèrent. Les techniques de tissage des tapis persans, avec leurs motifs complexes de médaillons, de fleurs et d'animaux stylisés, continuèrent d'être transmises de génération en génération. L'art de la calligraphie islamique, développé pour orner les manuscrits du Coran et les édifices religieux, fut préservé et célébré dans tout le monde musulman, démontrant une continuité esthétique et spirituelle profonde qui transcenda les changements politiques et les bouleversements. Les vestiges archéologiques de la route de la soie continuent d'être découverts et étudiés, offrant des fenêtres sur ces époques lointaines. Dans le désert du Taklamakan, en Chine, des ruines de cités oasis comme Gaochang et Jiaohe, abandonnées il y a des siècles, révèlent les fondations de maisons en pisé de 30 cm d'épaisseur, de temples bouddhistes aux fresques colorées et de systèmes d'irrigation complexes.
des milliers d'artefacts, dont des fragments de soie, des pièces de monnaie persane en argent et des manuscrits en diverses langues, ont été mis au jour, témoignant de la richesse des échanges culturels et matériels qui animaient ces carrefours du monde ancien. Aujourd'hui, les routes de la soie sont à la fois une réminiscence historique et une source d'inspiration pour la réflexion contemporaine sur la connectivité globale. Le concept de nouvelle route de la soie, par exemple, est utilisé pour décrire de vastes initiatives d'infrastructures reliant la Chine à l'Asie centrale, au Moyen-Orient et à l'Europe, impliquant la construction de voies ferrées de plusieurs milliers de kilomètres, de ports maritimes modernes et de réseaux de fibres optiques. Ces projets, bien que d'une échelle et d'une nature différentes, rappellent l'aspiration millénaire à relier les peuples et les marchés à travers de vastes continents, un écho lointain des caravanes d'antan. L'influence des échanges le long de ces routes se retrouve même dans notre quotidien le plus intime. Des mots d'origine persane comme orange ou épinard, aux saveurs du thé chinois ou des épices indiennes dans nos cuisines, en passant par les tissus de soie que l'on porte encore aujourd'hui, le passé des routes de la soie continue de vibrer discrètement autour de nous. La musique, les instruments de musique, les contes et les légendes ont voyagé, s'adaptant et se transformant au gré des rencontres, créant une richesse culturelle métissée qui transcende les frontières et les époques. Ainsi, l'histoire des routes de la soie n'est pas une simple succession d'événements figés, mais un fleuve sinueux et majestueux qui continue de couler à travers les siècles. Les eaux de l'oubli n'ont jamais complètement recouvert les traces de ces mondes connectés, et les murmures des civilisations anciennes persistent, portés par le vent du temps. Ces fondations, invisibles et pourtant puissantes, continuent de façonner la tapisserie complexe de notre présent, offrant une perspective apaisante sur la continuité ininterrompue de l'aventure humaine. Bonsoir et soyez les bienvenus à ce moment de repos, un instant suspendu où le temps lui-même semble ralentir, nous invitant à déposer les fardeaux de la journée. Nous avons voyagé ensemble à travers les brumes des millénaires, suivant les traces des caravanes et les murmures des vents anciens, des rives lointaines du Pacifique aux portes de l'Occident. Nous avons exploré les origines, la splendeur, les défis et l'héritage de civilisations entières, unis par les fils invisibles des routes de la soie. De la formation des premiers villages le long des fleuves nourrissant les terres fertiles, aux cités marchandes où se croisaient les langues et les cultures, nous avons contemplé la lente et majestueuse construction des empires. Nous avons imaginé le quotidien de ceux qui taillaient la pierre et travaillaient la soie, qui cuisinaient des mets aux saveurs oubliées et qui, sous le même soleil et les mêmes étoiles, rêvaient et espéraient. Leurs voix résonnent encore, doucement, dans le silence des vestiges, dans l'écho des techniques transmises et dans les saveurs qui persistent. Nous avons traversé les âges d'or où la science et l'art s'épanouissaient, où les bibliothèques s'emplissaient de savoir et où l'ingéniosité humaine repoussait les limites du possible. Puis, nous avons observé les vagues de transformation, les défis et les départs, les réorganisations qui, telles des rivières changeant leur lit, ont remodelé les cartes et les destins. Chaque fissure, chaque adaptation, chaque innovation fut un pas de plus dans le grand récit de l'humanité, un fil de plus dans cette tapisserie inachevée. Et maintenant, alors que cette longue et paisible exploration touche à sa fin, nous réalisons que le passé n'est jamais vraiment passé. Il vit dans les formes de nos villes, dans les mots que nous prononçons, dans les saveurs que nous savourons, et dans la mémoire collective qui nous relie à ceux qui nous ont précédés. Les traces millénaires de ces échanges continuent de se manifester, rappelant la formidable capacité des êtres humains à créer, à explorer et à se connecter,
défiant les distances et les époques. Laisse cette conscience du temps long, de l'histoire qui continue de murmurer, t'envelopper d'une douce quiétude. Repose-toi maintenant, tandis que les échos de ces civilisations lointaines se fondent dans le silence de la nuit. Dors paisiblement, laisse les récits des hommes et des femmes d'autrefois accompagner tes rêves. Le temps poursuit son cours éternel, tissant sans relâche de nouvelles histoires, tandis que tu reposes dans la sérénité. Dors bien, compagnon de voyage à travers le temps.